Bonjour et bienvenue sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Tsiang, venu donner une conférence au Centre Védantique Ramakrishna dans le cadre du cycle Sciences et Spiritualité sur le thème des neurosciences au Qigong. Bonjour Henri Tsiang. Bonjour. Henri Tsiang, vous êtes né à Shanghai et avez beaucoup voyagé et vécu à Madagascar et en Amérique latine. De formation vétérinaire, c'est en France que vous vous êtes fixé. Votre carrière s'est déroulée à l'Institut Pasteur de Paris, où vous avez dirigé le service de la rage, centre international de référence de l'OMS, pendant 10 ans. Depuis une quinzaine d'années, vous consacrez votre activité aux relations entre la France et la Chine dans différents domaines et vous animez des conférences d'analyse géopolitique sur la Chine. Homme multiples facettes, vous avez suivi une formation professionnelle en Qigong à l'Institut de Kimetao avec le docteur Yan Liun Jun et vous enseignez cette discipline millénaire en région parisienne. Vous aimez faire des ponts et vous travaillez au rapprochement des cultures occidentales et orientales, notamment en établissant une passerelle entre médecine moderne et médecine traditionnelle chinoise grâce à vos compétences reconnues dans ces deux domaines. Alors, tout d'abord, Henri Tsiang, pouvez-vous nous dire ce qu'est le Qigong, d'où il vient, à quand remonte-t-il ? Le Qigong est une pratique très ancienne puisqu'on lui donne entre 4 et 5 000 ans d'existence. C'est une pratique qui s'est construite tout le long de l'histoire de la Chine et accompagne donc complètement le parcours un peu chaotique de toutes les dynasties. Cette pratique était auparavant un petit peu secrète, et notamment à l'époque où le taoïsme et le bouddhisme étaient très présents en Chine, le Qigong était pratiqué dans les temples, et peu de gens connaissaient cet art. Ce n'est qu'au siècle dernier que le Qigong a été développé dans la population chinoise, qui a trouvé dans cette pratique une façon d'être en forme, de faire de la gymnastique, et puis de vivre dans de bonnes conditions physiques. C'est une pratique qui est très proche maintenant de la médecine chinoise, dont elle est une des branches, puisqu'elle est enseignée dans les universités médicales, au même titre que la médecine dite occidentale. Alors, quels sont les différents apports du Qigong pour la personne qui pratique régulièrement ? Qu'est-ce qui est recherché dans cette pratique et en quoi est-ce qu'elle va au-delà de la pratique de la gymnastique douce, qui est maintenant, en tant que pratique corporelle, très souvent validée par des scientifiques ? Le Qigong apporte, disons, des bienfaits à plusieurs niveaux. D'une part, sur le plan physique, donc au même titre qu'une gymnastique, sauf qu'une gymnastique se pratique de façon tendue, avec une certaine tension des muscles, alors que le Qigong se pratique par relâchement des muscles. Donc c'est l'inverse d'une gymnastique. D'autre part, cette pratique se fait aussi comme je l'avais dit, dans les universités, donc c'est une pratique médicale en Chine. Ce n'est pas seulement une pratique de médecine préventive, c'est aussi de la médecine curative, notamment pour le cancer, et ça accompagne de façon extrêmement efficace les traitements contre le cancer. Les pratiques sont-elles les mêmes selon les tempéraments ou définissez-vous des exercices spécifiques justement en fonction du tempérament ou du besoin du moment, un peu comme le fait l'Ayurveda ? Vous avez raison. Le Qigong se pratique de façon différente suivant la nature de la personne, suivant qu'elle est plutôt yang, donc plutôt sanguin, ou yin, c'est-à-dire plus lymphatique. Les découvertes actuelles des neurosciences apportent un éclairage des plus intéressants sur les mécanismes d'action sous-jacents à cette pratique énergétique, tant sur le plan des effets sur la santé que sur notre mode de relation avec le monde qui nous entoure. Pouvez-vous nous en parler ? Eh bien, je pense que les neurosciences actuellement
apporte beaucoup de réponses à des faits qui étaient considérés comme mystérieux auparavant. On disait que le Qigong avait des actions sur la réponse immunitaire, sur la réponse endocrinologique, sur le mode de fonctionnement du cerveau, etc. Sans qu'on ait de lien scientifique visible. Et aujourd'hui, les neurosciences montrent que, grâce à l'imagerie médicale, que l'activation de certaines parties du cerveau, lorsqu'on pratique le Qigong, montre bien qu'il y a un effet direct sur le fonctionnement de telle ou telle fonction. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le Hatha Yoga, mais est-ce que vous compareriez les effets bénéfiques du Qigong à ceux du Hatha Yoga qui permettent de maîtriser l'énergie, la respiration, et la méditation combinée qui, elle, permet en silence de se concentrer, de visualiser? Est-ce que vous verriez là comme un peu une combinaison active? Tout à fait. Je pense que le yoga est sans doute ce qui se rapproche le plus du Qigong. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu des échanges dans les deux sens et que les deux pratiques se soient nourries l'une à l'autre. Depuis quelques décennies déjà, les découvertes en neurosciences ont ouvert des champs entiers de nouvelles connaissances sur le fonctionnement du système nerveux et ses relations avec l'organisme, avec le monde extérieur. En quoi les connaissances du système nerveux permettent-elles de comprendre scientifiquement les pratiques apparemment ésotériques du Qigong? Ésotérique parce que secrète, comme vous disiez, peut-être à un moment. Eh bien, ce que j'ai montré, c'est-à-dire une action le fait que les neurosciences permettent le fonctionnement de telle ou telle partie du corps mobilisée par le cerveau, cet axe se traduit par une meilleure compréhension de ce qui se passe dans l'axe corps-esprit, y compris pour le Qigong qui normalement ne comprend que l'axe corps-esprit comme une entité unique. Pour entrer un petit peu dans les mécanismes physiologiques de la respiration que vous dites consciente et volontaire, en quoi peuvent-ils apporter des arguments pour comprendre pourquoi la respiration peut avoir des effets bénéfiques dans les domaines de l'endocrinologie, de l'immunité ou de contrôle des états émotionnels? Lorsqu'on respire normalement, donc automatiquement, il n'y a pas de relation directe avec les centres qui contrôlent l'immunité, les fonctions cognitives ou les fonctions endocriniennes. En revanche, lorsque on respire de façon consciente, on met ces organes, ces noyaux nerveux en relation avec le cortex et en quelque sorte, on ouvre les portes au flux d'informations qui peuvent passer. Les découvertes plus récentes sur la neuroplasticité permettent de mieux comprendre comment la pratique du Qigong permet de remodeler le fonctionnement du cerveau. Pouvez-vous nous expliquer? Eh bien, le fait que le cerveau soit capable de se reconnecter, de créer de nouveaux circuits et donc d'apprendre jusqu'au dernier souffle, permet de comprendre que le Qigong, de par la pratique corporelle, travaille sur des mécanismes neuronaux de coordination et donc de travail sur les circuits nerveux qui permettent de faire les mouvements dans le bon ordre ou bien de les faire correctement. Là, vous citiez le docteur Deutsch, le cerveau qui se change lui-même. Tout à fait, oui. Ouais. Nous avons, vous dites également, un second cerveau avec l'abdomen. Là, vous citiez aussi un autre auteur connu, Michael Gerson, de l'Université de Columbia, et vous parliez même d'un troisième cerveau qui pourrait être le cœur, avec un certain nombre de millions de neurones qui sont dans notre ventre et dans notre cœur. Alors, ce sont des découvertes récentes. Le
cœur n'a pas autant de neurones que ça, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers. Mais il faut savoir que certains noyaux très importants dans le cerveau, des noyaux profonds, n'en comptent pas plus. Autrement dit, ce n'est pas tant le nombre de neurones qui est important, c'est leur fonction et ce qu'ils peuvent faire. Quelle est la philosophie, la culture, je n'ose pas dire la religion, mais qu'est-ce qui sous-tend le Qigong ? A priori, le Qigong n'est pas une religion ou n'est pas généré par une religion. Je n'ai pas énormément parlé de spiritualité, mais c'est vrai que la pratique sans intention de la méditation est une façon d'approcher la spiritualité sans y donner de nom. On sait que les taoïstes prônent l'harmonie avec l'univers et recherchent les moyens de prolonger le cours de la vie et d'atteindre l'immortalité. Alors, combattre le stress, oui, mais retarder les effets du vieillissement, iriez-vous jusque-là ? Très largement. En expliquant ? Et même l'immortalité. Même l'immortalité. Absolument. En expliquant encore plus, alors, allez-y. Vous allez faire de nombreux adeptes. Alors, je ne crois pas qu'il faut prendre les taoïstes au premier degré quand ils disent que la pratique du Qigong conduit à l'immortalité. S'ils le disent, je pense que c'est pour induire une façon d'être et d'induire une façon de vivre les prochaines années dans une meilleure perspective. Imaginez que vous vous dites « je vais mourir dans 3 mois ». Si vous vous dites ça, vous allez organiser votre vie autrement, avec l'approche de la mort, qui va beaucoup perturber votre esprit, votre mode de vie, vos relations avec les proches. Si vous pensez à l'immortalité, eh bien, vous allez vivre de façon tout à fait naturelle. Il y a un autre effet aussi, c'est que lorsque on pense à la mort, il y a des personnes qui se projettent dans ce projet de mort qui leur fait peur, mais dont ils vont développer encore plus rapidement les effets de vieillissement, parce que justement, ils craignent la mort et qui vont développer une réaction qui va les approcher de la mort encore plus rapidement. En Chine, avec l'influence du confucianisme notamment, la dimension éthique de cultiver la vertu dans sa vie et dans ses relations avec les autres est fondamentale. Quelle est votre vertu préférée ? Je ne sais pas si je suis vertueux. Il ne faut pas être vertueux pour pratiquer le Qigong ? Ça ne fait pas partie de l'éthique. Disons que c'est un chemin vers la vertu. Plus qu'une vertu affirmée. Si vous voulez, quand on parle de vertu, on a la sensation que c'est un bloc massif qui vous tombe sur la tête et qui va vous écraser, tellement c'est pesant. Non, je pense que la vertu, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, et il faut prendre la vertu sous une forme beaucoup plus légère. C'est un chemin. C'est un chemin. Nous avons l'habitude de demander à nos interviewés de nous raconter leur blague spirituelle préférée. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais il m'est arrivé dans certaines conférences sur le même thème de dire que je ne serai jamais un très bon pratiquant de Qigong parce que je suis très handicapé par plus de 40 ans de vie scientifique. Merci Henri Tsiang, maître Tsiang, pour vos éclairages sur cet art de vivre millénaire. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, nous aussi nous faisons la trêve des confiseurs et nous nous préparons aux célébrations de Noël, célébrations que vous pouvez passer d'ailleurs au centre védantique Ramakrishna. Retrouvons-nous le lundi 6 janvier, jour des rois, à 9h, pour accueillir le rabbin Gabriel Agaï, qui nous parlera de l'unicité de Dieu dans le cadre du cycle de l'unité dans la diversité. Merci, à bientôt.